Bon, ben, on va démarrer. Ben, merci d'être venu. Donc, l'objectif là de l'heure, c'est de voir ben, comment développer en local enfin, faire du Solidity en local avec notamment un framework, un outil qui va nous aider en fait à travailler en local avec du Solidity et à simplifier, beaucoup simplifier la tâche. Donc, au niveau du sommaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petits rappels de Solidity et de ce que c'est le Web3. Donc, si vous étiez au dernier MOOC avec Barmi, ça vous permettra de revoir quelques notions de Solidity. On verra ensuite l'environnement local et les différents outils à connaître. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et on terminera par un petit passage sur comment créer son environnement local avec Ardat et comment interagir justement, déployer un contrat et interagir. Donc ça, on essaiera de le caler sur maximum une demi-heure, hein, ces trois éléments. Donc c'est assez court, hein, c'était volontaire de ma part. L'objectif, c'est après de réserver une demi-heure, 40 minutes, voire même un peu plus si vous êtes dispo, pour la partie plutôt TP. Alors, au niveau des prérequis, j'avais fait une petite vidéo qu'on avait postée sur le channel, dans laquelle on avait justement décrit les prérequis pour pouvoir participer au TP. Parce qu'on peut les faire en séance, mais si vous les avez fait avant, c'est mieux. Donc, on va commencer. Oui, donc, du coup, l'autre point, c'est qu'il faut quand même avoir quelques notions du coup, de Solidity pour pouvoir comprendre un peu de quoi on va parler. Et quelques notions aussi de JavaScript, ce serait intéressant, même si là, dans ce qu'on va voir, on ne va pas aller très loin dans la partie JavaScript. Donc, voilà, des rappels Solidity. Alors, du coup, donc, on se souvient qu'un smart contract, ça s'est créé à l'aide du langage qui s'appelle Solidity. Et qu'il peut exposer des fonctions, alors, donc, non, allez, après, et, qui peut exposer vers l'extérieur de la blockchain des fonctions qu'on peut appeler. Alors, soit depuis d'autres smart contracts, c'est-à-dire que un smart contract A peut appeler un smart contract B, alors, sachant que le smart contract A aura été appelé au préalable par un utilisateur externe, soit ce qu'on dit off-chain, c'est-à-dire en dehors de la blockchain, via différents langages de programmation. C'est le Web3, on va en parler juste après. On se souvient que les fonctions appelables depuis l'extérieur du smart contract, elles sont forcément suffixées par les mots-clés external ou public. Tout ce qui n'est pas suffixé par external ou public ne peut pas être appelé smart contract. Et on se rappelle aussi que lorsqu'elles sont suffixées par les mots-clés view et pure, donc les fonctions du contrat Solidity, ces fonctions peuvent être appelées, entre guillemets, gratuitement off-chain, puisqu'elles ne modifient pas l'état de la blockchain. C'est-à-dire que moi, depuis mon application web, par exemple, si j'appelle une fonction view ou une fonction pure, je n'aurai pas à signer ma transaction, puisque je n'utiliserai pas de wallet, et je n'aurai pas à fournir de TH ou de BNB ou de ce que vous voulez pour la partie gaz. Donc voilà, ça c'était quelques rappels Solidity. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens en arrière, désolé. Je me disais aussi. Alors voilà, donc là on va faire un petit exercice rapide, hein, juste pour voir qui c'est qui suit. Je vous ai fait un petit contrat assez simple. Et l'objectif là, c'est que vous me disiez où sont les erreurs. Alors, faites abstraction de la méthode Toto qui est ici. Je l'ai mis volontairement parce que sinon l'IDE me soulignait les erreurs. Et du coup, l'objectif du test là, il est plus valable. Donc, laisse me répondre. Alors, soit à l'oral, soit si vous voulez pas parler dans le Telegram, je vous laisse allez, 2 minutes pour essayer de trouver les erreurs qu'il y a au niveau de ce contrat. Vous êtes là? Vous pouvez parler, hein, n'hésitez pas. Donc, j'ai la méthode command guy ici. OK. Command girl, command fellow, give me 5, give me more. Alors, faites pas attention aux modifiers, on s'en fiche. Je vous en parlerai après, ça. Mais du coup, il y a des erreurs dans ces 1, 2, 3, 4, 5 méthodes. Alors, pas toutes. Hein. Il y en a certaines où il n'y a pas d'erreur. Est-ce que vous arrivez à identifier celle où il y a des erreurs? On commence par la fonction command guy.
Donc, function command guy, ok. Donc, j'ai un paramètre ici, new value, public view, et je modifie ici ma variable. Est-ce qu'il y a une erreur ici, oui ou non? Dites-moi juste O ou N dans le chat. Bon, il y a Babar qui me dit que ça va être compliqué de trouver les erreurs, ok. Bon, je vous l'ai fait du coup. Donc, du coup, là, ici, la fonction command guy, donc elle est publique, donc on peut l'appeler depuis l'extérieur. Elle est view. Elle est view, et pourtant, j'ai ici une modification de ma variable. Donc, celle-là, il y a une erreur dessus. Donc, elle est fausse. Puisque une fonction view ne peut pas modifier l'état de la blockchain. C'est-à-dire que je ne peux pas modifier ici de variable dans ma fonction view. La fonction command guard. La fonction command guard, elle est externale. Ici, je modifie ma variable. J'ai un paramètre qui s'appelle new value et je l'ajoute à my variable. Donc, celle-là, elle est correcte. Puisque le mot-clé external, OK. J'ai mis ni le mot-clé view, ni le mot-clé pure. Et là, je modifie ma variable, donc j'ai le droit. Parfait. La fonction command fellows, ben, pareil, il y a une erreur, puisque j'ai déclaré ma fonction pure, et je fais ici une modification de variable. Alors, il y aurait une erreur aussi si je faisais un return, par exemple, de my variable, puisque j'accède en fait à une valeur de la blockchain, et dans une fonction pure, pour ceux qui s'en rappellent, c'est une fonction utilitaire dans laquelle, en fait, en gros, on n'accède à aucune valeur de la blockchain, complètement agnostique de la blockchain. La fonction give-me-5, public view returns, donc je retourne deux valeurs, un entier et un bool. Mais là, en l'occurrence, c'est bon, elle est publique, elle est view, et elle ne fait pas de modification, donc c'est parfait. Et la fonction give-me-more, ben, parfait aussi, puisqu'elle est publique, elle est pure, donc je retourne qu'une valeur 10 ici. Bon, elle sert strictement à rien, cette méthode. Mais c'était juste pour vous montrer, ben voilà, l'aspect pur. Donc du coup, on avait une erreur ben, sur la fonction command guy ici, et la fonction command fellows ici. Voilà. Donc on continue. Alors, du coup, ben voilà, c'était les petits rappels Solidity. On n'a pas tout fait. Hein. Si vous avez si vous avez besoin de revoir ça, vous pouvez vous référer au MOOC précédent qui était dédié au Solidity. Donc, au niveau Web3, donc quand on parle de Web3, on parle des applications Web2 qui vont reposer sur des fonctionnalités de la blockchain. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une appli. Alors, on parle d'application Web2. En réalité, ça peut être une application standalone que vous lancez sur votre poste et qui interagit avec la blockchain. C'est aussi du Web3 pour le coup. Mais là, en l'occurrence, comme la plupart du temps, c'est des applis web qui interagissent avec la blockchain, on parle de Web3. Et donc, le Web3, il repose sur quoi? Il repose sur des librairies et des outils qui vont permettre à nos applications, en fait, de communiquer avec la blockchain via des langages de programmation web. Alors, web ou non, comme je disais, on peut très bien faire ça avec d'autres langages. Parce qu'au final, la blockchain, elle met à disposition ce qu'on appelle des API. Donc, en gros, on a notre serveur qui écoute sur un port particulier et qui via un langage spécifique, donc qui est en gros le format de l'API, on va pouvoir appeler des fonctions de la blockchain. Et c'est comme ça, en fait, qu'en gros, une application web communique avec la blockchain via ce qu'on appelle le RPC, donc Request for Remote Protocol Connection de communication. Je ne me rappelle plus de. Et donc, plus généralement, ce qu'on appelle des DApp, donc des Decentralized Apps, ben, c'est des applications Web3, donc dans lesquelles, en fait, on a un couple smart contract et application off-chain. C'est-à-dire une application web, par exemple, et les contrats qui vont être associés à mon application. Si vous allez sur PancakeSwap, par exemple, ben, c'est une des apps, puisque j'ai la partie web et j'ai la partie blockchain, et je fais communiquer la partie web avec la partie blockchain. Donc, ces librairies, elles peuvent être utilisées donc, dans des applications qui ne sont pas web, c'est ce que je disais. C'est le cas, par exemple, dans les frameworks comme Hardhat ou Brony. Donc, Brony, on n'en parlera pas aujourd'hui, je vous ferai juste une petite intro rapide pour vous expliquer ce que c'est. Mais voilà, ces librairies-là, ça peut être utilisé donc, sur des applis Web 2 ou bien sur des frameworks voilà, qui vont nous permettre de nous aider à développer en Solidity. Je passe à la slide suivante. Voilà, ça on en a parlé. Voilà, donc on est allé assez rapidement hein, sur les rappels. On va passer maintenant sur la partie environnement local et les différents outils dont vous allez avoir besoin. Alors, faire une petite parenthèse. Pourquoi on a avant? Il y avait une question la dernière fois dans le channel dans laquelle la personne disait en gros pourquoi je bosse pas sur Remix directement et pourquoi faire ça en local. Alors, on pourrait tout à fait sur des contrats assez simples. Remix est suffisant. C'est-à-dire que si je
sais pas moi, je développe un petit token, par exemple, qui va me permettre que je vais interfacer avec mon site et qui va me permettre, par exemple, de me faire payer des services sur mon site web. Ben, le smart contract en lui-même va pas être très compliqué. Donc, je pourrais me permettre d'aller développer ça dans Remix, puisque ça permet d'aller assez vite. Okay. Ou bien quand j'ai du prototypage à faire, par exemple, ben, je vais plutôt utiliser Remix, parce que c'est un environnement web qui est assez rapide. Et par contre, dès qu'on va passer sur des smart contracts un peu plus compliqués, avec des dépendances dans tous les sens, de la nécessité de vraiment beaucoup tester ces smart contracts-là, on préférera développer ça en local parce que on a des outils, que ce soit des outils d'aide au développement, des outils de testing, des outils de gestion de la blockchain en local, qui vont être beaucoup plus qui vont nous apporter beaucoup plus de productivité que si on passait par Remix, par exemple. Donc, les outils. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en premier lieu, on va parler d'IDE. Moi, je pense que ceux qui codent savent déjà ce que c'est. S'il y en a qui codent pas ou qui ont jamais utilisé, c'est des environnements de développement local, en gros. Donc, c'est des logiciels dans lesquels on va pouvoir venir coder et on va pouvoir ajouter des plugins, installer des choses. On peut avoir du terminal, etc. Et donc, au niveau des IDE, on a VS Code, qui est que moi j'utilise personnellement. Il y a aussi IntelliJ de JetBrains. Et puis il y a Remix. Remix, c'est aussi un IDE. C'est un IDE en ligne, alors beaucoup moins puissant que les IDE locaux, mais ça reste un IDE. Ensuite, on va voir les frameworks pour l'environnement local. Donc, il y en a plusieurs. On a Hardhat, donc c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Truffle, donc qui est si je me trompe pas, c'est le plus ancien, la Truffle Suite. Brownie, qui est lui en fait basé plutôt sur Python pour ceux qui n'aiment pas beaucoup le JavaScript. Et Foundry, qui est un peu particulier puisque il permet en fait d'écrire les tests avec du Solidity. Et ensuite, ce qu'on va avoir donc au niveau de ces frameworks là, chacun de ces outils va offrir une implémentation une implémentation de blockchain locale en gros. Donc, ce qui veut dire que avec ces outils-là, vous aurez votre blockchain en local et vous pourrez exécuter des transactions dessus, du coup, gratuitement entre guillemets, puisque vous n'aurez pas de vrai BNB ou autre à débourser. Et il offre aussi, du coup, ces outils-là ils offrent un cadre de déploiement, d'exécution et de test pour vos smart contracts. On le verra après dans la suite du document. Après, les autres outils dont on va avoir besoin, ce sont les librairies Web3 qui vont nous servir à interagir avec la blockchain. Alors, ces librairies, c'est plutôt des API wrappers. Alors, c'est plus que ça, hein, mais concrètement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous offrent des fonctions et elles, derrière, en interne, elles vont les appeler des fonctions de la blockchain et elles vous cachent justement la complexité qu'il peut y avoir à appeler les API directement à la main. Alors, elles offrent après tout un tas de fonctionnalités supplémentaires, mais principalement leur cœur de métier, c'est ça, c'est de wrapper les API de la blockchain. Alors, on en a qui sont en JavaScript ou en TypeScript, qui est en fait une surcouche de JavaScript. Les deux principales, hein, c'est Web3.js et c'est Ethers.js. Enfin, Ethers.js. Et on en a aussi en Python. Alors en Python, moi j'en connais une seule. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais la plus connue, la plus utilisée, c'est Web3.py. Après, on va avoir les librairies pour tout ce qui est test. D'accord. Donc tout ce qui va nous permettre en fait de faire du test unitaire. Donc pour ceux qui ne sont pas développeurs, le test unitaire, c'est j'écris un smart contract et à côté de mon smart contract, je vais écrire d'autres classes. Et ces classes-là, en fait, ces objets-là, dedans, il va y avoir tout mon code pour tester mon smart contract. Donc, je vais appeler chaque méthode, chaque fonction de mon smart contract avec différents arguments pour vérifier les différents chemins, en fait, les différentes possibilités d'appel de mon smart contract et valider qu'en fait, mon smart contract fonctionne correctement. Parce qu'on se rappelle que une fois déployé en production, un smart contract n'est plus modifiable, il est immuable. Donc, on blende au maximum les tests de manière à avoir un smart contract le plus fonctionnel possible. Alors, on n'est pas à l'abri des bugs, mais
L'objectif des tests, c'est vraiment ça. Et donc, au niveau de ces frameworks-là, on a le plus connu qui est Waffle, qui est un framework de test JavaScript dédié en fait dédié au dédié au smart contract, au smart contract Solidity. Et on en a un autre pour Hard Hat qui est lui spécifique à Hard Hat, qui est Hard Hat Chai. En fait, Chai c'est un framework de test JavaScript, mais qui est pas du tout orienté Solidity ou smart contract. Et Hard Hat l'a repris en fait et a rajouté une surcouche pour ajouter justement des spécificités liées à la blockchain. Au niveau des outils après qu'on peut utiliser quand on est en développement local, on va avoir tous les réseaux de tests. Et donc chaque blockchain en fait, elle va avoir un ou plusieurs testnets. Donc en l'occurrence, par exemple pour BNB Chain, on a un testnet et on peut obtenir des jetons BNB test via un faucet, dont j'ai mis l'URL ici. Alors ici, si on n'aura pas le temps aujourd'hui, je pense, de s'amuser un peu avec le testnet, mais ça pourra faire l'objet d'un prochain MOOC. Je pense que de toute façon, le volet Hard Hat, là, on verra pas tout. Donc, je prévois peut-être de faire un volet un peu plus avancé, avec des configurations un peu plus spécifiques. Et parce que c'est assez puissant Hard Hat. Hein. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment 5% de ce que peut faire l'outil. Là, on n'aurait pas le temps de le faire en TP ici, mais on pourra prévoir un second atelier, un second workshop dédié à Hard Hat un peu plus avancé. Donc voilà, donc on a des réseaux de tests. Donc le testnet de BNB Chain, c'est le testnet, quoi. On va avoir des outils aussi d'analyse qui vont nous permettre d'analyser nos smart contracts au niveau testnet ou au niveau mainnet. Moi, celui que j'utilise, c'est Tenderly. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle local, hein, mais je fais quand même une petite parenthèse sur la partie testnet. C'est que quand on est sur testnet ou qu'on est sur mainnet, on n'a aucune log. Hein. On ne peut pas loguer ce que fait notre smart contract ou autre. Donc, le seul moyen de faire du débogage en ligne, c'est via ce genre d'outil-là qui va aller analyser les transactions. Si on publie notre code source, il va aller dans le code source, il va vous dire exactement où est arrivée l'erreur, etc., etc. Donc, c'est vachement intéressant dès qu'on passe sur du testnet ou du mainnet, ce type d'outil. On va avoir des outils de type sécurité. Bon, pareil, super important. Octopus, par exemple, ou Mithril, qui vont vous permettre de faire de l'analyse smart contract. Alors, ceux-là, ils sont disponibles en open source de mémoire. Mithril, oui, je sais. Octopus, je sais plus. Alors, il y a des outils qui sont payants et qui sont beaucoup plus puissants, mais du coup, sur lesquels il faut, pour lesquels il faut payer. Mais ça peut être rentable si le développement smart contract devient votre métier. Après, bon, il y a d'autres outils. Hein, j'ai pas fait le listing de tous les outils qui sont disponibles pour l'accompagnement au Dev Solidity. Mais voilà, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, notamment des outils d'aide sur le testnet, etc. Donc, qu'est-ce que ça apporte le fait de travailler sur un poste de travail? Déjà, ça apporte plus de souplesse, puisque avec les différents outils, ça va vous faciliter la vie. Donc, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, déjà, la première, qui est vachement intéressante pour moi, c'est la capacité à forquer le mainnet à un bloc donné. Ça veut dire que je vais pouvoir, par exemple, je sais pas moi, si j'ai mon mainnet, par exemple, BSC, BNB Chain, je vais pouvoir dire, moi, je veux me positionner sur tel bloc et je vais forquer en fait ce réseau-là, enfin le réseau mainnet, sur mon poste local. Et donc, du coup, je vais avoir une sorte de copie, entre guillemets. Alors, c'est pas une vraie copie, hein, il ne recopie pas tout, mais je vais avoir une sorte de copie de l'état de la blockchain BNB à un instant T, enfin à un bloc X. Et en local, quand je vais interagir avec, c'est comme si j'interagissais avec le mainnet au moment où il était sur ce bloc en particulier. Une petite coquille là, je suis désolé. J'ai copié-collé un truc. L'autre avantage, donc, c'est la puissance du JavaScript pour le lancement des tests automatisés. Alors pareil, on n'aura pas le temps de voir cette partie-là. Je vous en parle, mais pareil, on n'aura pas le temps de rentrer vraiment dedans. Mais concrètement, avec JavaScript et les frameworks dont je vous ai parlé juste avant, on peut faire des tests vraiment très 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 poussés en local, avec des configurations de je reviens en arrière, j'avance de 10 blocs, enfin voilà, pour valider. Parce qu'on a souvent, par exemple, dans les smart contracts, on a des comportements qui vont être basés sur le numéro de bloc, sur le temps de bloc, ou voilà. Et donc, avec les outils dont je vous ai parlé, là, Hard Hat, vous pouvez faire ce genre de choses.
Euh, Ensuite, c'est ce que je disais, hein, on peut reset la blockchain à l'état précédent où on le souhaite. Donc, ça veut dire que, en gros, c'est ce qu'on appelle un peu des fixtures en fait, au niveau du Notre rider, on n'entend plus rien. Allô. Ouais, on n'entend plus rien. Là, vous m'entendez ou pas? Pas trop. Allô, vous m'entendez là? Ah, c'est bon, on t'entend, ouais. Ouais. Non, c'est bizarre. Ouais, donc du coup, on peut reset la blockchain à l'état précédent, toujours via JavaScript. Ça veut dire qu'en gros, dans mon test, je vais pouvoir faire toute une série de tests et puis dire, sur les tests suivants que je veux exécuter, je veux revenir exactement à l'état où j'étais au début parce que je veux repartir sur une autre branche de mes tests, etc. Et ça, c'est vraiment très puissant parce que quand on écrit ces tests unitaires, ben, quand on exécute un test, il impacte la blockchain et la blockchain qu'on a en local, je veux dire. Donc, c'est-à-dire que mon contrat va passer d'un état A à un état B, à un état C, etc. Et moi, je veux rejouer un autre type de test parce que j'ai un autre scénario et je veux revenir à l'état A. Ben, du coup, avec juste une petite ligne au niveau de notre code, on va pouvoir dire à la blockchain locale, ben, tiens, reviens dans l'état A et donc fais fi de tous les différents états qu'on a vu juste, enfin qu'on a en gros créé dans les tests d'avant. Donc ça, c'est vachement puissant pour la partie test. Il y a autre chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir importer des contrats du mainnet pour les utiliser et interagir avec eux. Donc, exemple, je veux avoir moi, les contrats de swap, par exemple, de PancakeSwap en local. Okay. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais forker le mainnet et via, pareil, des commandes que je vais faire en JavaScript, je vais pouvoir importer en fait les contrats du mainnet en local et interagir avec eux en local. Donc, je vais pouvoir importer par exemple PancakeSwap ou bien Venus par exemple si je veux simuler du lending et du borrowing. Ça, c'est quelque chose de tout à fait faisable. On va pouvoir aussi surtout analyser le comportement de nos smart contracts de manière super précise en fait en local, puisque je vais pouvoir en fait faire du log, c'est-à-dire je suis passé dans telle méthode, ok, la valeur de ma variable c'était ça à ce moment-là, etc., etc. Et notamment aussi la partie consommation en gaz. Donc, alors je l'ai pas mis ici, mais les outils comme Hardhat, par exemple Truffle ou Brownie ou autre, ils ont alors Hardhat en a énorme, Truffle et Hardhat en ont énormément parce que il y a une grosse il y a du gros travail dessus. Je vais pouvoir ajouter tout un tas de plugins, donc notamment avec des plugins, par exemple, d'analyse du gaz. Et avec ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est que tout en déployant en local, donc c'est-à-dire en ne gaspillant aucun pouvoir analyser combien me coûte un déploiement en gaz, combien telle et telle méthode coûte en termes de gaz, etc. Donc, ça va permettre de dessiner la consommation en gaz de mon contrat de manière très fine et donc d'optimiser cette consommation-là, puisque l'utilisateur ait le minimum de gaz à payer. Et donc, du coup, on va pouvoir, grâce à ces plugins-là d'analyse de la consommation en gaz, pendant l'exécution de nos tests unitaires, il va nous sortir un rapport à la fin et nous dire, ben voilà, telle méthode, quand vous l'avez appelée avec tel paramètre, etc., elle a coûté tant de gaz, le déploiement a coûté tant de gaz, etc., etc. Donc, c'est vachement aussi intéressant ce côté-là. Et donc, tout ça de manière gratuite. Donc, je mets gratuite, bien sûr, c'est d'open source, puisque ces outils-là sont tous disponibles en open source. Mais on vous encourage quand même fortement à supporter financièrement les créateurs de ces différents outils. Monsieur, je dois partir, je dois retrouver mon PC. Excusez-moi, juste 2 secondes, juste 2 secondes. Tac,
Ouais, désolé, j'avais quelqu'un à la porte. Euh, donc j'étais sur. Hop, voilà. Donc ce que je disais, ouais. Donc voilà. Donc les différents avantages, je les ai présentés. Et donc parler de nous en fait au niveau de cette presse, enfin de ce TP, on va utiliser Ardat. Alors pour moi, c'est l'un des meilleurs frameworks du marché pour la partie développement Solidity. Pourquoi? Parce qu'il offre tout un tas de, ce que je disais, tout un tas de plugins super puissants. Il est très rapide au niveau des tests. Dès qu'on va lancer des tests unitaires, ça prend vraiment des plombes en fait. Alors, il y a Foundry qui est aussi plus rapide, enfin qui est plus rapide que Ardat parce que les tests sont exécutés en Solidity, donc forcément à l'intérieur de la blockchain, ça va beaucoup plus vite forcément, mais du coup qui est beaucoup moins fourni en termes de plugins et autres. Donc pour moi, Ardat, c'est vraiment l'outil qu'il faut connaître quand on veut faire du Solidity. Ce que je disais, donc, c'est que il y a une myriade de plugins qui vont vous permettre en fait d'aller vraiment très loin dans la gestion du déploiement et des tests. Alors là, on va pas le voir, mais il y a un plugin qui s'appelle Ardat Deploy, -deploy, qui est spécifique à Ardat et qui permet de faire des choses en termes de déploiement vraiment très 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 avancées, vraiment super en termes de gestion du déploiement, notamment d'associer par exemple des accounts à un réseau particulier de blockchain, enfin de déployer ces comptes. Enfin, au niveau du déploiement du contrat, par exemple, c'est pareil, il simplifie vachement la tâche. Et l'autre capacité très importante au niveau d'Ardat, c'est que, et qu'on n'a pas forcément sur les autres outils, c'est qu'elle offre en fait une possibilité de pouvoir en fait faire du log. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de mon smart contract, dans les méthodes de mon smart contract, je vais pouvoir écrire console.log Toto, par exemple. Et en fait, quand je vais exécuter mon smart contract, je vais voir en fait dans ma console blockchain locale ce Toto. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de super utile, notamment de super utile pendant la phase de développement, puisque ça permet en termes de débugage, c'est énorme, quoi. C'est pour avoir utilisé par exemple avant Truffle ou Brownie, dans lequel j'avais pas cette capacité-là. Le fait d'être passé sur Ardat et d'avoir cette capacité de pouvoir loguer en fait des éléments de votre contrat, c'est vachement utile pour débugger quand on est en local et qu'on comprend pas parce que ça marche pas et qu'on a un smart contract qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Là, ça devient super compliqué à débugger et donc de pouvoir loguer, c'est vraiment génial. Donc j'en ai parlé, la rapidité d'exécution, notamment pour tout ce qui est exécution des tests unitaires. Donc les fonctionnalités principales de Ardat. Donc, on va avoir une gestion intelligente de la compilation déjà. C'est-à-dire que au niveau de notre fichier de configuration à Ardat, qu'on va voir juste après, je vais pouvoir dire, je veux utiliser, être en capacité de pouvoir utiliser telle version de Solidity avec tel compilateur, etc. Et lui va se débrouiller après pour utiliser le compilateur qui va bien en fonction des différents smart contracts que j'utilise en local. J'ai une blockchain locale qui va être rapide et paramétrable. Alors, ce qu'il faut savoir sur les blockchains locales, c'est que c'est pas des blocs. Enfin, si, c'est des blocs, mais en fait, en gros, c'est plus des transactions. C'est-à-dire que à chaque transaction qui a été mise dès que j'émets une transaction quelque part, donc j'appelle une fonction ou autre, c'est un bloc. Donc, il fait une transaction par bloc. Ça aurait été trop compliqué sinon à gérer et trop long s'il devait attendre, je sais pas, 150 transactions avant d'émettre un bloc. En local, c'est pas utile. Donc, en local, on a une transaction, un bloc. Alors, la rapidité, puisque je vais pouvoir lancer autant de fois, arrêter, relancer, redéployer, etc. mon contrat en local, relancer mes tests, tout ça. Donc, pour la partie développement, c'est extrêmement rapide. Je vais avoir des plugins de test qui me permettent donc de faire du test unitaire. Je vais pouvoir mesurer la consommation de gaz. Je vais pouvoir faire de la log, si j'en ai parlé avant. J'ai toute la partie autocomplétion dans la console Ardat, c'est-à-dire que quand je lance ma blockchain en fait en local, j'ai une console dans laquelle je vais pouvoir interagir avec la blockchain, déployer du contrat, appeler des contrats, appeler des fonctions de contrat, configurer, faire des configurations un peu spécifiques de la blockchain pour dire par exemple je veux avancer de temps de blocs, etc. Ça, je vais pouvoir le faire via la console et il y a l'autocomplétion qui est fournie dans la console. Il y a aussi la partie gestion des comptes qui est simplifiée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis en local, en gros, il me crée un certain nombre de comptes qui sont entre guillemets fictifs.
dans le sens où ils existent. Enfin, j'ai pas à gérer leur private key, etc. C'est des comptes qui sont générés et c'est Hardhat qui connaît en fait en gros qui gère leur private key et tout ça. Je vais les appeler quand je vais en avoir besoin. Je vais faire un account entre crochet 0 par exemple pour le compte 1, account entre crochet 1 pour le compte 2, etc. Et alors ça peut rapidement devenir chiant. Et donc du coup, il y a une autre configuration qui permet de donner des noms à ces comptes-là. Quand on fait des tests unitaires, par exemple, je vais pouvoir dire la compte 0, c'est le compte déployeur. La compte 1, c'est le compte, je sais pas, marketing. La compte 2, c'est le client 1. La compte 3, c'est le client 2, etc., etc. Et ça, du coup, ces outils-là, ça vous permet de faire ce genre de choses. Donc voilà, pour les fonctionnalités principales. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est, je dépasse un peu les 34, je vais essayer d'aller vite. C'est la partie, quelles sont les commandes que là, on va voir pendant la partie TP. Alors, la partie prérequis, c'était celle qui permettait de mettre en place votre environnement local. On va pas la revoir ici. S'il y en a qui n'ont pas installé leur environnement local, je vous invite à aller voir la vidéo. Je crois qu'il y a Brian qui a mis le lien dans le BNB French, si je dis pas de conneries. Ouais, il a mis le lien. Donc il y a le lien YouTube pour que ça dure 6 minutes, hein, donc vous pouvez aller voir si vous l'avez pas fait. Bon, si vous l'avez fait, tant mieux. Et donc voilà. Et donc, alors comment ça fonctionne en local donc une fois que vous avez installé votre environnement local, comme c'est montré dans la vidéo, vous lancez une fenêtre de terminal dans VS Code, puisque dans la vidéo que j'ai enregistrée, j'utilisais VS Code. Donc, quand vous lancez votre terminal, via la commande npx hardhat console, vous allez pouvoir en fait afficher, lancer votre blockchain locale et du coup commencer à interagir avec votre blockchain. Vous allez pouvoir déployer par exemple. Okay, vous allez pouvoir déployer et pour déployer, vous allez lancer en fait plusieurs commandes pour déployer votre contrat. Donc, admettons, moi j'ai un fichier qui s'appelle find error console qui est dans mon répertoire contract au niveau de mon projet. En faisant find error factory await hre.heters get contract factory, etc. Là, ce que je fais, c'est que je crée une factory pour mon contrat. Ensuite, ici, je vais déployer mon contrat avec cette ligne de commande là. Donc, ça va mettre en fait mon objet contrat, ça va être au niveau de find error CTR ici. Et ici, je vais vérifier est-ce que mon contrat est déployé ou pas. Et ensuite, à partir de là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir interagir avec mon contrat. Donc, si je fais ça, voilà, je passe à la suite. Voilà. Juste, non, excusez-moi, il y a eu un doublon ici. C'est plutôt cette ligne-là qu'il fallait regarder. C'est plutôt cette slide-là. Bon, je l'enlèverai de toute façon quand je publierai la doc. Donc là, voilà. Donc ici, ce que je disais, donc là, on a déployé un contrat sur notre blockchain locale. Et là, je vais pouvoir interagir avec mon. OK. Donc, ce que je fais ici, c'est que mon contrat, il y a une méthode qui s'appelle GiveMe5. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le find error que je vous ai montré au début. Elle renvoie, cette méthode GiveMe5, elle renvoie une variable qui s'appelle myVariable. OK. Donc, en l'occurrence, myVariable, quand j'ai déployé mon contrat, à l'initialisation, elle valait 0. OK. Donc, elle renvoie forcément, du coup, la valeur 0. C'est ce que je vois ici en termes de résultats. Donc, j'ai fait un await find error CTR GiveMe5. La valeur 0 m'a été renvoyée. J'ai une autre méthode qui s'appelle CommandGirl. Et je lui passe une valeur et dans mon contrat, il ajoute cette valeur-là à myVariable. Donc, ça veut dire que quand je vais rappeler GiveMe5 après, la valeur que me renverra GiveMe5 devra normalement valoir combien? 122. Donc là, je fais un appel à CommandGirl avec la valeur 122. Je rappelle GiveMe5 derrière. Ça me renvoie bien 122. OK. Donc là, on voit, j'ai déployé un contrat. Alors, il est tout simple, mon contrat, mais j'ai déployé un contrat et j'ai interagi avec mon contrat de manière locale. C'est-à-dire que j'ai appelé des fonctions de mon contrat. Alors, j'ai fait ça en ligne de commande. On verra après parce que ça, se taper ça à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc, on verra que ça peut être mis dans un script et qu'on va pouvoir appeler notre script, en local à partir de la console. Donc, il est 38, je suis un peu dépassé. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déployer un contrat sur l'environnement local de TP. Donc, je vais changer de partage
et je vais passer sur mon VS Code. Donc, juste 2 secondes. Alors, on voit bien VS Code. Le problème, c'est que c'est un peu flou. Vous voyez mon Ouais, c'est bon. La Ouais, résolution est pavée. c'est bon là? Ouais. Ouais, c'est bon, ça passe? Ok, parfait. Donc, du coup, là, on est sur le VS Code. Ok. Donc, normalement, si vous avez fait la petite initialisation que je vous avais mis dans la vidéo, vous devriez avoir. Alors, moi, j'ai un sous-répertoire ici, mais c'est pas très grave. Mais vous devriez avoir ces différents éléments au niveau de votre VS Code. Donc, vous lancez VS Code ici au niveau de. Alors, si vous êtes Windows ici, ou bien vous pouvez faire démarrer et chercher VS Code ici. Mais donc, il faut que vous lanciez VS Code pour pouvoir faire le TP. Donc, je vous laisse lancer VS Code et vous me dites dans le chat quand vous avez lancé, quand tout le monde est prêt. Vous êtes prêts? Oui, non? Oui, go. Allez, go. Ok. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que vous allez lancer un terminal ici, donc New Terminal. Okay. Donc, je vais fermer juste pour vous montrer en même temps. On fait ça, New Terminal, ok. Et donc là, ça devrait vous. Alors, moi, ça m'envoie sur Workshop Blockchain parce que c'est mon répertoire supérieur. Vous, normalement, si vous aviez, alors, je vais le faire de manière plus propre. Je vais faire New Window, comme ça, j'aurai la même configuration. Je vais faire Open Folder, des chain, voilà, workshop, et c'est celui-là. Voilà. Je vais faire ça. Parce que sinon je vais vous perdre. Voilà. Donc moi j'ai workshop en local, vous devriez avoir workshop Solidity ou Solidity Workshop. C'est ce qu'il y avait dans la vidéo. Donc ce que vous faites ici, c'est que vous faites donc New Terminal ici, dans Terminal, New Terminal ici. Okay. Et donc ici, là, vous allez vous retrouver avec le chemin vers votre workspace. Donc on va faire ça, npx at console. Donc Je crois ça qu'on va me voit pas la même lancer. chose que toi. Ah oui, alors attendez, parce que du coup j'ai changé de fenêtre, tu as raison. Désolé, les aléas du direct. Je reviens ici, share screen. Je rechange, donc c'est lequel qu'il faut que je partage. Il est où? Ça doit être celui-là. Non, ça c'est Paint. Ça c'est pas bon. Où est-ce qu'il est? Ça c'est celui que je partage ou pas? Non. Je vais fermer les autres. Donc j'ai dit que je gardais celui-là. Celui-là je ferme. Celui-là je ferme aussi. Là, c'est l'image est en clair. Ouais, mais là, du coup, vous devriez avoir l'ancien. Il faut que je vous. Voilà, c'est celui-là. Share screen. Ok, Là, là, vous on est sur devriez VS voir. Code C'est bon? brut. Ouais. Ok. Donc, vous avez le get started en haut, là, c'est bon? Bon, on a le get started. On peut tous Ok, interagir, parfait. hein. Tout le monde peut parler. Yes, n'hésitez pas. Hein. Après, si vous voulez pas parler, envoyez des messages sur le channel. Ça passera aussi.
Donc ce que je disais ici, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé avec cette commande-là, npx hard hat console, ma blockchain locale. Donc, ma blockchain locale, elle est prête. Ok. Donc si on il y a une log là où il dit, il crée le runtime environnement, il compile mes contrats, etc. Donc ce qui fait en fait, en gros, c'est que là, quand je lance cette commande, il lance ma blockchain, mais il compile aussi mes contrats. Donc là, en l'occurrence, j'ai un contrat qui s'appelle find error. Ok. Donc je vais voir que si je mets une erreur ici, donc, admettons, là, si vous vous rappelez, j'ai pas le droit de mettre view ou pure ici. Donc, ce que je vais mettre, je vais mettre view. Je vais enregistrer. Donc là, normalement, déjà, le VS Code de Solidity, il devrait péter une erreur. Si je dis pas de bêtises. Voilà, allez. Bon, il met du temps. Voilà, il l'a fait. Donc là, il m'a pété une erreur. Il me dit déclaré as view, etc. Donc ça veut dire que normalement, donc je relance mon terminal ici. Si je fais npx hard hat console, il va me péter une erreur. Il va me dire il y a un problème. Voilà. Donc là, on voit bien que quand la blockchain se lance, il commence par compiler nos contrats. Et donc là, en l'occurrence, il me dit que j'ai une méthode qui a été déclarée view et qui modifie l'état de la blockchain. Donc, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de la mettre en view. Donc, je fais ça. Hop, je dégage le view. Je relance. Comme vous voyez, ça va super vite. Hein. Voilà, en l'occurrence, c'est parce que j'ai qu'un seul contrat à compiler. J'en aurais 50, ça serait un peu plus lent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à chaque fois que je lance, il ne recompile pas tous les contrats. Okay. Là, si je fais CTRL-C pour sortir, hein, hop, je relance. On va voir que là, il regarde en fait, vous voyez des running tasks compile et tout ça, mais en réalité, il ne les recompile pas. Puisque, en fait, il garde ici dans le cache, je crois que c'est dans artefact, ouais, voilà. Il garde ici en fait des informations sur est-ce que le contrat en gros il fait une sorte de hash en fait. Et pour ceux qui se rappellent, hein, le hash c'est j'ai quelque chose en entrée, je le hash cryptographiquement et je peux avoir qu'une seule valeur en sortie. Donc si jamais je modifie ici ne serait-ce que le nom de ma variable, le hash va changer, donc lui détectera que mon code a changé. Et donc il recompilera le contrat. Donc du coup il recompile pas à chaque fois. Et donc là ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est que on va pouvoir déployer notre contrat. Donc, je vous laisse taper en même temps que moi. Donc, on va l'appeler, vous l'appelez comme vous voulez, mais factory. Donc là, on va l'appeler find factory, par exemple. Et ici, en fait, hre.ethers. HRE, ça veut dire hard hat runtime environnement. Donc, en gros, je demande à hard hat de me donner l'objet qui s'appelle ethers, puisqu'en fait, hard hat, il fonctionne avec le framework ethers. Tout à l'heure, on a parlé des librairies Web3 qu'on pouvait utiliser, donc Web3.js et Ether. Hard hat, la librairie qu'il utilise en interne, c'est la librairie Ether.js. Donc là, je fais ça. Get, alors merde, on recommence. Donc find factory égale, donc je vais lui assigner en fait la factory. Alors je crois qu'on peut faire Ethers directement aussi, si je dis pas de bêtises. Et je fais get contract factory. Et comment elle s'appelle? Mon contrat s'appelle find error. Ah non, il n'aime pas. Il faut que je mette le HRE. Ah non, mais j'ai écrit Ethers. Voilà, mais si, voilà. On n'est pas obligé du coup de faire. On n'est pas obligé de faire HRE.ethers, on peut faire Ethers directement. Okay. Donc la ligne est là. Alors là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en JavaScript, on a ce qu'on appelle des promises. C'est-à-dire que, en fait, en gros, là, j'ai créé un objet, mais qui n'a pas été exécuté. C'est lié au fait que JavaScript, quand il s'exécute, il est monothread. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais bref, quand on fait ce genre de choses, il faut faire ici, ajouter le mot-clé await. Await, ça veut dire, en gros, tu attends que la méthode que j'appelle ici ait fini de s'exécuter avant de donner la valeur de cette méthode-là à ma variable ici. C'est clair pour vous ou pas? Bon. Mais c'est lié à JavaScript, c'est pas lié à Solidity ou autre. C'est vraiment lié à JavaScript. Donc là, je fais, hop, j'ai récupéré ma factory. Donc il me met un certain nombre d'informations. Hein. Et bon voilà, la contract factory, le bytecode c'est ça. L'interface elle est là. Enfin voilà, l'ABI c'est ça, etc. Ensuite, donc là, je l'ai appelé find factory ma factory pour créer mon contrat. Donc, je vais pouvoir la réutiliser. Je vais pouvoir faire find factory
point deploy. Non, attendez, j'ai plus le. Excusez-moi. J'ai plus le truc en tête. Hein, c'était. Si, c'est ça. Point deploy. Bon, je fais ça. Et donc là, pareil, je veux que findFactory.deploy, donc ça va déployer mon contrat findError là, et je veux que mon contrat, l'objet contrat, il soit mis dans une variable. Donc je vais créer une variable que j'appelle findErrorCTR par exemple, pour contrat. On peut l'appeler contrat pour être plus clair. Et je vais faire ici toujours le petit await parce que c'est une méthode qui sinon va me renvoyer une promesse et je veux pas. Donc je fais findErrorContract égale await, donc findFactory.deploy. Hop, je fais entrer. Donc là, mon contrat a été déployé en local. OK? Donc je vois bien ici mes méthodes comme Anger, Unify, Gizmo, etc. Donc maintenant que mon contrat est déployé en local, je vais aller regarder ce que j'avais mis comme méthode dans mon contrat. Donc j'avais mon constructeur, ma variable vaut 0. OK? J'ai une méthode avec ici un argument. Ici, après, toutes les autres méthodes, elles n'ont pas d'argument. Bon, celle-là, on s'en fout, c'est les modifiers. On va pas en parler ici. Et maintenant, je vais vouloir interagir avec. Alors oui, non. Là, ce que j'ai fait, j'ai appelé plusieurs méthodes, etc. Donc ça peut être un peu chiant. Ok. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. Donc, c'est créer ici un script dans lequel je vais, au lieu de me retaper à chaque fois mes méthodes ici à la main, je vais pouvoir créer un script ici dans lequel, en fait, je vais mettre toutes mes méthodes de déploiement. D'accord? Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'ai fait une erreur sur le contrat, ok, j'ai fait une erreur sur le contrat, je reviens ici. Là, par exemple, je sais pas, ma variable, je veux pas qu'elle vaille 0, en fait. Au départ, je veux qu'elle vaille 15. Okay, donc, je mets du coup ma variable 15. Ce que je fais ici, c'est que je quitte. Hop. Ah, c'est quitte. Non, exit. Ah, je confonds avec Brownie, hein, je suis désolé. Donc, je refais ça. Donc, je CTRL-C. CTRL-C pour sortir, c'est bon, ça marche. Je relance ma console ici. Donc, ma blockchain locale. Voilà. Donc là, il a recompilé normalement mon contrat. Et je vais devoir le redéployer. On est d'accord. Donc, du coup, si je veux le redéployer à la main, je suis obligé de me retaper ça à chaque fois. Là. Find factory, enfin, ici, je pars. Égal await, etc. Await factory.deploy. Et puis vérifier est-ce que le contrat est bien déployé ou pas en allant lire le message. Okay. Donc, ça peut être vachement simplifié puisque je peux tout mettre dans un script ici. Okay. Donc, je vais pouvoir mettre ici const find factory, enfin exactement ce que j'ai mis ici. Alors, pareil, je pourrais mettre. Alors là, je l'ai importé comment? Moi, je l'ai importé comme ça, HRE. Donc là, je vais mettre HRE.ethers. Ici, je vais faire le déploiement. Et ici, je vais attendre que le contrat ait été déployé. Donc, une fois que le contrat a été déployé, je passe ici à une log qui va m'afficher en gros le contrat findError a été déployé à l'adresse suivante. Donc, c'est une adresse locale, pareil, et qui me permet de voir ce genre de choses. Et donc, pour pouvoir lancer en fait le script, je vais y arriver. Pour pouvoir en fait lancer le script depuis ma console, donc c'est-à-dire faire le déploiement en fait je vais y arriver, faire le déploiement depuis de mon contrat. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est run et ça doit être deploy. Non, pas GF, je sais plus. Script. Alors moi je les utilise pas souvent puisque j'utilise les tests unitaires. Donc du coup, alors comment on fait la date? Donc, je regarderai après. Je regarde après parce que j'utilise pas beaucoup les scripts parce que j'ai les. En gros, c'est dans les quand j'écris les tests. Au niveau de mes tests, en fait, je fais la partie déploiement. Et c'est quand je lance le test que la partie test s'exécute. Okay. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je peux intégrer le déploiement de mon script en local là, dans un script ici que je vais pouvoir appeler. Et du coup, j'aurai pas besoin de répéter. Je vais chercher, je regarde comment on fait, et puis je le dirai. Donc là, je vous laisse
je vous laisse, je vous remets les commandes, je vais vous repartager, et je vous laisse essayer de déployer en local. Donc, si vous avez des problèmes, vous me le dites. Donc, je vous laisse, il est quelle heure là? 19h53. On avait dit 20h, on va déborder un peu. Je vous laisse 5 minutes, je pense que ça sera suffisant, pour essayer de déployer le contrat que vous avez en local. Alors, vous, je crois que quand vous avez créé votre projet, c'était pas Find c'était lock.sol, je crois que c'était. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer le finderror.sol dans le chat ici là. Je vais vous le passer. Alors, je vais le chercher. Finderror.sol, il est où? Il est là. Copy paste. Copy relative paste. Non, je fais. C'est ça, voilà. Je vais vous le mettre dans le chat. Tac. Voilà. Donc, je vous l'ai mis dans le chat. Vous pouvez le télécharger et copier-coller et le placer en fait dans le répertoire contract ici. Ok. Une fois que vous l'aurez placé, ben, vous pourrez réutiliser les commandes que je vous ai mis dans le PDF. Donc, je vais vous le remettre à l'écran. Je vais vous le remettre à l'écran pour que vous puissiez copier les commandes. Alors, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est Voilà, il est ici. Je suis inscrit. Bon, ben, c'est parti, 5 minutes. On reprend à 20h. Donc, pareil, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Ah non, il a oublié de venir au MOOC, d'accord.
C'est bon pour tout le monde? Vous avez réussi ou pas? Un gros fail pour moi. C'est quoi le problème du coup? Il y a Dudu qui apparemment n'a pas son PC et qui aurait bien aimé le faire. Et, en fait, c'est plus les commandes, ce qu'il faut taper. Donc, c'est NPX Arrad console et ensuite après. Alors attends, mais ce qu'il dit, ah non, c'est Dudu alors. Hein, donc, comme dans le tuto. Mais du coup, c'est qui parlait là? C'est Dudu? Ah non, mais il est pas connecté? Il est pas connecté Non. là? Je vois pas. Non, il n'est pas connecté, non. Ah d'accord, ok. Ouais. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est qu'il est pas devant le PC en fait. Mais c'est qui a dit gros fail là? Je sais pas. J'ai entendu Pour un moi, gros ouais, c'est fail un là. gros fail. Je sais plus ce que je dois C'est taper. quoi le? Ah, ben alors attends, je repasse sur le VS Code. Je repasse sur le VS Code. Tac, 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 il est où? Il est là. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est bon, c'est celui-là. Non. On trace. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, faut que je ferme celui-là. C'est l'autre celui-là, du coup. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez là ou pas? Vous voyez l'écran? C'est bon? Ouais. On voit ton écran, ouais. Avec le fan error sol qui est ouvert. Donc, ouais, c'est ça. Donc, du coup, je recommence. Je quitte. Hein. Donc, il faut que je sois au niveau du répertoire de mon workspace. Donc, chez toi, si tu as suivi la vidéo, il doit s'appeler Workshop Solidity ou Solidity Workshop, je sais plus. Oui, c'est le nom que j'ai mis, ouais. Voilà. Donc là, tu lances un terminal ici. Donc, terminal, new terminal. OK. D'accord. Et tu tapes npx ardat console. Jusque-là, c'est bon, ok. Voilà. Donc là, il devrait lancer la console. Tu avais copié le find error console que j'ai mis dans le chat ou pas? Oui, je l'ai téléchargé. Ok. Tu l'as mis dans le répertoire contract ici? Non. Ok, d'accord, ça je le fais. Alors mets-le. Alors du coup, tu le mets et tu fais CTRL-C là au niveau de la console là. CTRL plus C D'accord. pour sortir parce qu'il faut qu'il le recompile. Juste une petite question. Est-ce qu'il faut un PC puissant pour faire tout ça? Non. Une grosse Non, non, bouse, non, ça avec. fonctionne? Bon, alors, grosse bouse, faut pas non plus que ce soit un Celeron quoi de 1999 quoi. Non, ok, parce que moi j'ai un Mac et il faut que je me dis que c'est peut-être mieux sur Windows. Non, non, non. Moi, j'ai un Mac, j'ai aussi un Mac 2012, je crois que c'est. Ouais. Ouais. Et j'arrive à développer. Alors, j'utilise plus parce que j'ai un truc un peu plus puissant à côté, mais j'arrive à développer dessus. Quoi. Ok, bah ouais, ok, d'accord. C'était pour prendre un autre ordi que mon ordi de d'habitude et puis Voilà. je vais récupérer je pense un MacBook Air, donc je pourrais faire dessus quoi. Ouais, normalement, ça devrait passer même sur un Mac pas trop puissant, ça passe. Ok, Après, merci. ce sera en fonction. Du coup, je reviens. C'est bon pour toi, Brian? T'as pu copier le Find Error Console là, ton contract? Bon, c'est bon. Ok. Donc là, ben, tu fais CTRL-C là pour sortir de Hardhat Ok, pour et tu sortir, ouais. relances tu relances une nouvelle fois avec npx Hardhat console. Ok. Voilà, donc il va faire ça, loading, etc. Ok, parfait. Et là, ben, tu vas lancer donc la commande. Donc tu vas écrire factory, bon, on va simplifier, égale wait ethers.
Ah, j'ai tapé. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est dans le log, il n'est pas fini. Je refais. Factory égale await, donc await, ethers, point, get contract factory. Donc, en camel case. Donc, get en minuscule, contract avec le C majuscule, avec le F majuscule. Là, tu mets des guillemets, tu tapes le nom du contrat, donc en respectant la casse, find error, tu fermes la parenthèse et tu tapes entrée. C'est bon? Attends, en fait, le problème, c'est que je vois le logo du micro juste en dessous, donc je vois pas de texte. Get Attends, contract, je te mets le. ok. Merci. Je te colle ça. Tac. Là, tu peux normalement copier-coller dans la console derrière. Ok, là, c'est bon. Voilà, tu fais entrer. Parfait. Ouais. Ensuite, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la factory qui va nous permettre de créer le contrat. Donc maintenant, on va créer le contrat. Donc on va faire find error ctr égale factory.deploy. Ok, pareil, je te colle le texte. Je te colle le texte dans la. Alors là, il y a un problème. J'ai pas mis le await. Vous voyez, il m'a juste créé la promesse. Donc, je remets le await. Voilà. Je copie-colle dans le chat. Il est où je l'ai perdu. Il est là. Je vais refaire ça. Find error c'était là. Voilà. Et maintenant, tu fais ça. Ok, find error, control, factory deploy. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as déployé le contrat sur ta blockchain locale. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interagir avec le contrat. Donc, D'accord. je vais revenir ici. Voilà. Et donc là, je vais appeler la méthode, c'est laquelle? Give me five. Voilà. Give me five. Donc, je vais faire pareil. Donc là, j'ai pas besoin de, comme give me five. Alors, si, give me five, pour le coup, elle me renvoie des valeurs. Donc, je pourrais stocker ces valeurs-là dans une variable si j'en ai besoin, par exemple, je sais pas, pour faire un calcul ou quoi que ce soit. Mais là, en l'occurrence, on va pas le faire, on s'en fiche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste appeler give me five. Donc, je vais faire await. Donc, mon contrat, il s'appelle find error ctr, ok, point give me five ici. Et quand je fais ça, ben, je vois qu'il m'a renvoyé la valeur 15. Donc, la valeur 15, c'est ce qu'on avait ici. Hein. On l'avait changé tout à l'heure. Donc, je l'avais mis dans myVariable. Okay, vu que lui, il retourne myVariable, give me 5. Il est où? Give me 5. Ah, je l'ai perdu. Ah oui, mais je l'ai coupé. Pardon. Il est là. Donc, give me 5, il renvoie ma variable et true. Donc là, ce qu'on regarde, on a un retour. Donc, c'est un big number ici qui vaut 15. Et on a la valeur true. Donc, ça correspond bien à ce que j'ai ici dans mon return. Okay, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler. Alors, je vais copier-coller la méthode aussi dans le chat. Vous allez pouvoir la réexécuter chez vous. Hop. Excuse-moi, je t'ai recopié la mauvaise ligne. C'est là que hop. Je vais supprimer. Delete. Voilà, donc c'est find error ctr.giveMeFile. Okay. Et là, donc si ça t'a exécuté, tu devrais avoir les valeurs 15 des trous, normalement. Ça marche. Ok, parfait. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une variable avec un paramètre. Donc là, en l'occurrence, la seule méthode que j'ai avec un paramètre, là, c'est command girl. Donc je vais la copier-coller, command girl, et je vais faire pareil, je vais faire await, find error ctr.command girl, et donc en paramètre, je vais lui passer 150 par exemple. Ok. Voilà, donc là, il a appelé la méthode.
Donc, je vais la copier-coller aussi dans le chat. Tac. Donc, tu devrais avoir normalement une log avec value, nonce2, data, etc. Donc là, si on regarde, on voit bien que lui, en fait, par défaut, il utilise un account pour signer, etc., les transactions. On ne voit pas si on a la boutique. Comme on est en local, on s'en fiche. Et on voit bien qu'on a quand même les mêmes éléments que si j'envoyais une transaction sur le vrai réseau. C'est-à-dire, j'ai le champ data, le nonce, la signature avec RSV ici, le chain ID en l'occurrence. Voilà. Donc, on voit bien que c'est une vraie transaction. Donc, c'est-à-dire que si je joue cette transaction ici, je la rejoue sur le réseau mainnet, j'aurai exactement le même comportement. Les différentes transactions qu'on a jouées ici, j'aurai exactement le même comportement. C'est l'objectif, parce que si les comportements étaient différents, ben, ça servirait pas à grand-chose. Si je devais tout retester sur le mainnet. Donc voilà. Donc là, on a fait Give Me 5. Donc maintenant, on va rappeler, on a fait Command Girl, pardon. On va rappeler Give Me 5. Et là, normalement, Give Me 5 devrait nous retourner 15 plus 150, puisqu'on a ajouté ici 150. Donc, je fais I wait. Ah, d'accord. Ok. Je pensais que c'était un changement de valeur. Ok. Non, justement, là, il a fait my variable. Donc ça, c'est ma variable ici. Égale, donc la valeur de my variable, donc c'est 15. Point add. New value. New value, c'est le paramètre qu'on lui a filé. C'est 150. Et donc là, on a fait un changement d'état. Donc my variable va valoir 150 plus 15, 165. Donc là, je fais ça. Give me 5. Et voilà. Donc là, j'ai bien, pareil, je copie-colle. J'ai bien value 165 et j'ai mon trou que j'avais mis par défaut ici dans mon return. Donc, du coup, là, voilà. Donc voilà. Là, on a fait un truc vraiment ultra simple, hein, parce que mon contrat, il fait que dalle. Hein, il est même pas réaliste en termes d'usage. Mais ça vous permet de voir que en étant en local, parce que bon, là, on s'amuse avec la console. En réalité, bon, la console, c'est bien, mais on l'utilise très, très, très peu. Ce qui va être intéressant, ça va être plutôt les tests. Donc là, si je prends ce test-là, par exemple, ok. Là, en l'occurrence, c'était sur le log.js. Donc, si je vais le refaire à côté, comme ça fera réaliste. Je vais faire ça, un cas dire test, on s'en fout. C'est des tests, NPX Ardat init. Je vais récupérer le log.js pour que ce soit parlant. Donc, quand je fais le NPX Ardat init, là, par défaut, en fait, il me crée en fait un contrat qui s'appelle log.sol. J'ouvre log.sol. Il est là. Je vais aller le copier ici. Il est où le contrat là? C'est là. Log.sol. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est le contrat par défaut qui est créé quand on initialise un projet avec Ardat. Donc il y a un constructeur avec un paramètre d'un lock, ok, ici, et j'ai payable manager sender, ça c'est le owner, ok, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Et donc je peux envoyer des ethers par exemple dans ce contrat-là, et je peux withdraw uniquement, je peux retirer mes ethers que quand le unlock time est passé. Alors ça, c'est quoi? Ça permet de, je sais pas, si par exemple vous créez, vous avez besoin de locker, je sais pas, un BNB pendant X temps pour prouver quelque chose. Enfin, si vous déployez par exemple, souvent quand si vous faites du shitcoin par exemple, sur les shitcoins, les gens qui déploient du shitcoin sur la BNB chain, ils disent la liquidité est lockée. C'est ce genre de lock là. Ça peut permettre de locker, par exemple, une liquidité pour prouver que j'avais des tokens, par exemple, de LP PancakeSwap, je sais pas, pour un token shitcoin 2.0, j'en sais rien. Et j'ai envoyé mes tokens dans ce contrat. Et le
unlock il est de, je sais pas, un mois. Donc, unlock time, je crois qu'il est en secondes ici, le time step, c'est en secondes. Donc, le unlock time, il est de un mois. Un mois, il y a quelques millions de secondes, je ne me rappelle plus combien exactement. Du coup, pendant un mois, je peux pas withdraw mes tokens, puisque ici, il y a une vérification de condition qui vérifie en gros que si le timestamp, le courant, il n'est pas supérieur à un unlock time, je ne peux pas encore retirer. Okay, donc, c'est un contrat qui permet de locker des jetons. Bon, c'était juste pour vous expliquer rapidement ce que c'était. Et là, en l'occurrence, j'ai des tests ici. Et donc, ce qu'on faisait tout à l'heure, hein, le déploiement, l'appel des méthodes, etc., généralement, on va plus le faire dans des tests, en fait, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est de vérifier le comportement de notre smart contract. Et donc, au niveau Ardat, les tests, on les met dans un répertoire qui s'appelle test, ici. D'accord? Et mes tests, alors là, c'est du JavaScript, ça aurait pu être du TypeScript si on voulait faire du TypeScript, mais là, c'est du JavaScript. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Waffle. Okay. Alors là, il utilise Hardhat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est le framework augmenté de Hardhat là pour faire du test. Mais ça ressemble beaucoup à Waffle. Et je vais décrire mes tests. Donc là, par exemple, là, je décris une suite de tests qui s'appelle lock. Ok. Je vais créer ce qu'on appelle une fixture. Une fixture, en gros, c'est quelque chose que je vais rappeler après à chaque test. Donc ça va permettre de réinitialiser mon test. À chaque fois que j'appelle un test, je réinitialise avec ces valeurs-là. Ok. Et je vais déployer mon contrat. Donc, où est-ce que c'est fait? C'est là. Donc là, j'ai contract factory, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.